Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est une capsule sur comment écrire une discussion. Donc c'est un des éléments d'un rapport complet. Donc au fur et à mesure qu'on va progresser dans le cours, on va montrer les autres éléments. Donc cette capsule pour la discussion. Donc il va passer en avoir une pour méthodologie et théorie et une dernière pour introduction et conclusion. Donc la discussion, donc le problème c'est, en tout cas, donc c'est la première fois que je fais une capsule comme ça. Donc il y aura des choses qui vont apparaître ici. Moi, j'aurai aucune idée. J'ai une idée de ce qui apparaît, mais je ne sais pas comment ça va apparaître, comment ça va sortir aussi à l'écran. Donc, on va faire notre possible par la suite. Donc, dans la discussion, il y aura 3 éléments à considérer. Donc, souvent, on fait des graphiques. Donc, il va falloir discuter des graphiques. Deuxièmement, on veut atteindre un certain but. Donc, pour atteindre un but, on doit comparer des choses. Donc, normalement, on va trouver une valeur expérimentale. La théorie prévoit quelque chose. On va comparer ces deux valeurs-là avec un diagramme de comparaison. Et ensuite, notre diagramme, on va discuter dessus. Est-ce que notre diagramme est satisfaisant, fiable? Est-ce qu'il permet de vérifier qu'on a atteint nos buts? Donc, la première chose, donc on va aller dans l'ordre, c'est discuter de vos graphiques. Donc, premièrement, pourquoi on fait des graphiques en physique ou en sciences? Donc, généralement, on fait des mesures. Ces mesures-là, quand ils sont sur une feuille de papier, on n'a aucune idée vraiment de la signification de ces mesures-là. On voit, bon, on a des chiffres, qu'est-ce que ça donne au juste. Donc, en les mettant sous forme de graphique, on est capable de valider est-ce que nos mesures sont fiables, oui ou non. Donc, généralement, pour faire cette partie-là, il faudrait faire une partie qui précède dans le rapport, qui est la théorie et la méthodologie. Donc, souvent, on retrouve une partie déjà faite dans votre protocole de laboratoire. Donc, pour cette capsule-là, je vais me baser sur le laboratoire numéro 3 que vous avez fait. Donc, avec la table à coussin d'air, vous avez lancé un indice, puis là, vous avez identifié des points à tous les 5 intervalles, puis vous avez mesuré des delta X, des delta Y par la suite. Donc, si on allait sur la théorie, donc qu'est-ce que prévoit la théorie? Donc, la théorie dans ce laboratoire-là, c'était le mouvement uniformément accéléré. Donc, il faudrait toujours retrouver l'équation qui décrit le phénomène qu'on étudie. Donc, et pour le laboratoire numéro 4, c'est vous qui allez, avec le prélab, déterminer l'équation qui permet de faire le lien entre les mesures que vous faites et la théorie. Donc ici, l'équation théorique, c'était que la vitesse, en fait, c'est l'équation du mouvement uniformément accéléré. Donc la vitesse finale égale la vitesse de départ plus l'accélération fois le temps. Donc si on connaît la vitesse et le temps, on est capable de faire un graphique et d'après la théorie, ce graphique-là devrait être une droite. Donc ici, vous devez toujours être capable de prédire quelle sera la forme de votre graphique. Donc, est-ce que ça sera une droite? Est-ce que cette droite-là va être croissante, décroissante? Est-ce qu'elle va passer par l'origine? Est-ce que l'ordonnée serait une valeur positive, négative? Donc, quelle sera approximativement l'ordonnée à l'origine que vous allez obtenir ici? Donc, ici, donc, pour notre situation, donc, quand on regarde en Y, donc, ça donne une droite. Et la pente devrait être négative parce qu'ici, le vecteur A pointait vers le bas dans le sens contraire des X. Et l'ordonnée à l'origine, c'était pour notre cas. Donc, si on faisait, bon, juste peut-être un petit retour. Donc, Y est égal à AX plus B ici. Donc, quand on veut savoir qu'est-ce que signifie une droite, donc, on identifie toujours qu'est-ce qu'on met. Donc, c'est un petit rappel. Donc, là, je vais peut-être plus loin qu'est-ce que je veux dire dans la discussion, mais c'est pas mauvais. Donc, normalement, on identifie toujours qu'est-ce qu'on met sur les axes. Donc, par exemple, vous avez fait un graphique de V en fonction du temps. Dans l'équation, vous allez toujours isoler le paramètre que vous avez mis selon l'axe des Y. Donc, ici, c'était V. Donc, si on a mis Y selon l'axe vertical, sur l'axe horizontal, pour avoir une droite, la variable qu'on a mesurée, c'était qu'on va mettre ici. Donc, la pente, ok, c'est pas... Bon, on va mettre un M au lieu d'un A, ça fait moins bizarre ici. La pente va correspondre à l'accélération et l'ordonnée à l'origine va correspondre à l'ordonnée. La vitesse initiale va correspondre à l'ordonnée à l'origine. Donc, il faut toujours savoir qu'est-ce que la théorie prédit et après ça, confronter notre graphique à cette théorie-là. Donc, la première chose qu'on doit dire, est-ce que l'allure des points sur notre graphique, est-ce que la forme, est-ce que ça donne celle qui est prévue par la théorie? Est-ce que ça donne une droite? Est-ce que ça donne à la droite croissante, décroissante qu'on attendait? Est-ce que ça donnait une courbe, une parabole? Est-ce que ça donnait une exponentielle? Donc, on doit toujours dire dans notre discussion, première chose, est-ce que le graphique confirme l'allure prédite par la théorie? Deuxièmement, dans notre graphique, il peut y avoir ce qu'on appelle des points aberrants. Donc, des fois,
il peut y avoir des erreurs de mesure ou quelque chose qui s'est passé qui a un point qui sort de l'ordinaire. Donc, qu'est-ce qu'un point aberrant? Donc là, je vais présenter un exemple. Un point aberrant, c'est un point qui sort de la relation. Donc ici, par exemple, le point numéro 3 est un peu en dehors de la droite, donc ce serait un point aberrant. Et là, il y a un petit problème là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait avec un point aberrant au juste? Donc, quand vous allez calculer la pente et l'ordonnée à l'origine avec règle linéaire, dans les guides étudiants, il n'y a vraiment rien de prévu, donc il y a plusieurs possibilités. Donc, pour nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste garder ce graphique-là, donc je ne demanderai pas de refaire un autre graphique sans le point. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste, quand vous allez faire règle linéaire, enlever ce point-là de règle linéaire. Donc, c'est-à-dire que ce point-là, je suis sûr qu'il n'est pas bon. Il va fausser ma droite, il va fausser mon ordonnée à l'origine. Donc, vous allez l'enlever dans règle linéaire et vous allez tenir une droite qui est plus proche de celle qui est prévue par les théories. Or, les points aberrants ou les points singuliers ne sont pas si évidents que ça. Souvent, c'est une question de jugement. Donc là, ici, c'était clair que le point était en dehors ici. Donc là, on peut avoir plusieurs critères. Donc on dit, bon, si je tiens compte de l'incertitude, puis la droite ne passe pas à travers les barres d'incertitude, bon, ce point-là pourrait être aberrant. Allez-y avec jugement. Donc, même si c'est un petit peu en dehors de la droite, on pourrait quand même juger que ce point-là fait partie de la relation. Des fois, il y a des cas un petit peu plus complexes. Donc là j'essaie de me souvenir qu'est-ce que je vais présenter ici. Voici un graphique où on a tracé une belle droite. On savait que la relation serait linéaire à travers les points. Donc, quand vous regardez ces points-là, les points entre 1 et 1.5 sont un petit peu éloignés de la droite, puis le dernier au bout est un petit peu éloigné. Donc, on aurait tendance à enlever 3-4 points. Il y a 3-4 points qui sont vraiment aberrants dans ce système-là ici. Or, si j'enlève, des fois c'est vraiment une question de perception. Donc, si j'enlève la droite tracée, puis je regarde, je m'aperçois qu'au départ, les points descendaient de façon très régulière. Et après, il y a une genre de cassure qui m'a donné une autre relation. Donc, peut-être que mes points aberrants, ce n'est pas ceux que je pensais. C'est peut-être les 3 ou 4 derniers, ou peut-être le 10 à accrocher, donc le coussin d'air a peut-être arrêté de bien fonctionner. Puis là, ça donnait un autre mouvement. Et si on enlève les 3 derniers points, pouf, magie! On obtient une belle droite qui correspond à ce qui est prévu par la théorie. La seconde étape est de présenter votre diagramme de comparaison. Il y a un fichier Excel qui permet de faire les diagrammes de comparaison, donc vous le trouvez sur les A. Des fois, il peut être inclus dans le fichier Excel à remplir. Donc là, ça dépend du professeur, qu'est-ce qu'il fait au juste. Donc, voici un diagramme de comparaison. Donc, première chose, dans un diagramme, qu'est-ce qu'on doit avoir? Donc, on doit avoir un titre significatif. Deuxièmement, s'il y a plusieurs diagrammes, on n'oublie pas de les numéroter. L'axe horizontal doit être identifié par un symbole ou le nom. Donc ici, j'ai mis A, mais j'aurais pu dire accélération, accompagné en parenthèse de l'unité. Donc ici, des mètres par seconde carré. Donc faire attention, donc, quand il y a un petit carré ou des exposants, de les faire correctement. Et après ça, donc à partir d'un diagramme, on va porter un jugement sur celui-ci. Juste un petit détail, ça peut arriver à l'occasion que vous avez un cas où ce que la valeur à comparer à un institut qui tend vers 0 ou qui est complètement 0. Et quand on trace ça sur notre diagramme, on ne voit pas la petite barre ici. Donc, je vais présenter un cas. Donc, dans le laboratoire 3, il y avait ce cas-là où l'accélération en x était 0. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On remplace le 0 de l'incertitude par une valeur très petite pour voir à peine. Donc, on voit ici à peine la barre. Donc, il ne faut pas que ce soit trop gros. Si c'est un petit peu trop gros, ça va donner l'impression qu'il y a une vraie incertitude. Donc, juste pour dire qu'on voit à peine les traits dans ce cas-là. Donc, un coup qu'on a ça, maintenant, on va passer à l'analyse. Il y a deux possibilités pour l'analyse, les cas où ça concorde et les cas où ça ne concorde pas. Donc, je vous représente un cas où ça concorde ici. Donc, il y aura concordance entre les deux résultats quand une partie des deux traits est commune. Donc, ce n'est pas nécessaire que l'ensemble des valeurs soient communes. Dès qu'il y a une zone commune ici, donc ici on s'aperçoit qu'il y a une zone commune, ben là ici je ne peux pas pointer parce que l'image va être par-dessus mon doigt. Donc on voit qu'il y a une zone commune qui existe entre le trait expérimental et le trait théorique. Donc dès qu'il y a une partie commune, sans que ce soit la totalité, on va dire qu'il y a concordance entre les deux valeurs. Donc première chose qu'on dit, est-ce qu'il y a concordance oui ou non? Première étape. Deuxième étape, si on est dans le cas de concordance, des fois ça peut être trompeur. Donc, je vais présenter deux résultats. Je ne sais pas si je vais être capable
voici le diagramme A, et on efface. Voici un deuxième diagramme. Quand vous regardez les deux diagrammes, ils semblent être à peu près identiques. Or, ils ne sont pas si identiques que ça. Les barres, dans un cas, il y a une des barres à côté des axes, ça ne peut être pas, qui est vraiment plus grande que les autres. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher à savoir? C'est la précision de nos résultats. Donc, qu'est-ce que la précision? C'est l'incertitude absolue sur la valeur. Donc, si je reviens avec mon premier diagramme, donc si je le fais pour la valeur expérimentale en haut, on a une incertitude relative de 8,6% et pour notre valeur théorique de 3,5% ici. Donc, pour l'instant, on va juste dire que nos valeurs ont une incertitude relative de tant de pourcentage et ce sera dans la conclusion qu'on va le juger. Est-ce qu'un pourcentage de 8%, c'est trop grand pour dire, bon, ici, on a concordance, donc on a validé la théorie, mais est-ce que c'est de façon satisfaisante? Donc, quand on a une incertitude relative très grande, donc supposons qu'on avait, comme l'autre auparavant, ça avait l'air de rien, mais l'incertitude était de 28%. Et là, 28%, la barre est tellement grande qu'on peut tout inclure à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on a vérifié que les deux concordaient, donc c'est une partie du but, mais l'incertitude relative est tellement grande qu'on pourrait avoir un doute sur la conclusion finale. Donc, ça va être juste dans la conclusion qu'on va analyser est-ce que c'est satisfaisant pour nous, est-ce qu'on a vraiment atteint, on peut dire, atteint notre but à 100%, ou il y a un doute, on atteint notre but, mais il y a quand même un doute qui existe parce que l'incertitude est un petit peu trop grande. Donc, après ça, un coup qu'on a calculé l'incertitude relative de nos résultats, là, il faut chercher qu'est-ce qui a contribué le plus à cette incertitude-là. Donc, dans le laboratoire, c'est souvent, donc l'incertitude est due aux mesures. Donc, faire attention, on cherche qu'est-ce qui a contribué le plus à l'incertitude. Donc, on cherche une cause, la principale cause d'incertitude, et faire attention de ne pas mélanger cause d'incertitude avec cause d'erreur. Cause d'incertitude, c'est qu'est-ce qui a fait que la barre est si grande ici dans ce cas-là. Donc, normalement, on va regarder les mesures qu'on a faites. Donc, pour ce laboratoire-là, il y avait 3 mesures. Donc là, je vais juste, donc au lieu de remontrer le système ici, je vais juste le dessiner ici comme ceci. Donc, pour nos valeurs expérimentales, on avait mesuré des distances et on avait mesuré un temps. Pour lui ici, qu'est-ce qui avait contribué? On avait mesuré un angle, puis il y avait G qui avait une petite incertitude dans ce cas-là ici. Donc, c'est sûr que moi, je vais avoir, ou qu'est-ce qu'on va avoir généralement, c'est la principale contribution. Si je devais refaire l'expérience et améliorer un seul point, qu'est-ce que je devrais améliorer ici? Donc, c'est sûr qu'ici, on voit que la barre expérimentale est plus importante que la barre théorique. Donc, ici, on n'ira pas voir qu'est-ce qu'on a fait de ce côté-là ici. Si on regarde par la suite, donc, qu'est-ce qui détermine? C'est sûr que vous avez des incertitudes absolues, sauf que ça ne veut pas dire grand-chose. Ça nous permet juste de mettre des Y correctement avec des règles de présentation. Donc, si vous allez dans ce laboratoire-là, vous avez que pour le temps, il était précis à 1%. Et pour les mesures de distance, là, c'est ça qui c'était 1 mm que vous mesurez. Et là, si vous comparez 1 mm par rapport à les valeurs que vous mesurez, c'était à peu près 12 mm, 20 mm, on arrive à peu près à du 8%. Donc, on voit que c'est les mesures de distance qui étaient les moins précises. Donc là, pour l'instant, on va juste dire qu'est-ce que j'aurais mis ou qu'est-ce qui a contribué le plus, c'est la mesure de la distance. Donc, la mesure de la distance, c'est ça qui a contribué le plus à cette barre-là ici. Et si on devait améliorer quelque chose, c'est sur ça qu'on devrait trouver une nouvelle solution pour mesurer la distance plus facilement. Mais cette amélioration-là, on va juste la présenter dans la conclusion. Donc, regardons maintenant quand deux cas ne concordent pas. Donc, voici un diagramme où ce que deux valeurs ne concordent pas. Donc, dans un cas, ce que deux valeurs ne concordent pas, il faut vraiment qu'il n'y ait aucune plage commune entre les deux. Donc, il faut que l'écart entre les deux soit ce qu'on appelle un écart significatif. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, première chose, on dit ça ne concorde pas. Parfait. Deuxièmement, on va regarder quel est l'écart entre les deux. On appelle ça l'écart relatif. Donc, l'écart relatif, normalement, c'est
votre valeur théorique moins votre valeur expérimentale sur la valeur théorique multiplié par 100. Donc, c'est qu'est-ce qu'on appelle l'écart relatif ici. Donc, ça nous permet de voir est-ce que l'écart entre les deux valeurs est très grand ou petit. Et avec ça, on va pouvoir justifier par la suite, bon, ok, on n'a pas atteint notre but, donc en fonction de la grandeur de l'écart, dans la conclusion, on va dire, bon, qu'est-ce qui se passe dans ce cas ici. Donc ici, des fois, c'est pas clair qu'est-ce que la valeur théorique, la valeur expérimentale. Donc, c'est l'écart entre les deux valeurs sur, normalement, la valeur de référence ici. Et ici, donc, on met toujours une valeur absolue parce qu'on ne sait pas laquelle qui est la plus grande, laquelle qui est la plus petite. Donc, un écart relatif est toujours une valeur positive par la suite. Et là, la chose la plus dure ici, c'est de donner une raison à cet écart-là. Donc, la raison, c'est qu'est-ce qu'on appelle ici il faut trouver une source ici, une source d'erreur. Qu'est-ce qui a fait que les deux résultats ont divergé? Et là, c'est sûr que ce n'est vraiment pas évident. Donc, il faut juste que vous me trouvez une source probable. C'est peut-être pas ça qui est arrivé dans l'expérience, mais il faut au moins que ce soit probable. Et là, il faut faire attention, par exemple, si j'avais ça ici comme ceci, comme ça, ah, je dis que c'est le frottement. Donc là, ça veut dire que si j'enlevais le frottement, il faudrait que cette barre-là ou cette barre-là se déplace dans le bon sens. Donc, il faut toujours regarder dans quel sens. Donc, si je dis, OK, telle source est apparue, si je ne l'avais pas considéré, est-ce que ça aurait permis à celle-là d'aller là ou à celle-là d'aller là? Donc, des fois, il y a des étudiants, des équipes qui me donnent une source. Puis là, cette source-là, elle fait encore, ah, si c'était pas là, ça aurait été encore plus loin. Donc, il faut que ça va dans le bon sens. Une chose qu'on ne pense pas comme source, c'est peut-être qu'on n'a pas évalué totalement les instituts de l'expérience. Donc, ça peut arriver des fois, dépendant des circonstances. Donc, la valeur instrumentale est toujours là. Mais est-ce qu'il y a une source non instrumentale? Si on avait recommencé 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois l'expérience, est-ce qu'on obtiendrait toujours le même résultat? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici dans ce cas-là? Ça veut dire que, par exemple, si on avait oublié une source d'incertitude, cette barre-là aurait été légèrement plus grande. Et en étant plus grande, là, il y aurait peut-être une zone commune qui fait que les deux résultats auraient concordé. Donc, maintenant, on va passer au résumé de tout ça. Donc, je vais montrer un exemple réel. Je pense qu'un exemple réel va vous aider beaucoup à comprendre qu'est-ce qu'on veut dans une discussion. Et vous allez être surpris aussi de la longueur. Donc, on pense qu'une discussion, c'est une page et peut-être plus. Normalement, une discussion, c'est une demi-page, c'est pas plus long que ça. Et on va rappeler les 3 segments, on discute de nos graphiques, on dépose notre diagramme de comparaison, et après ça, on discute de notre diagramme de comparaison. Donc, pour le graphique, donc on doit vérifier la première chose, on doit vérifier est-ce que les points correspondent à l'allure théorique prévue par la théorie. Donc ici, donc, je reprends l'exemple qu'on a fait, l'exemple numéro 3, le laboratoire numéro 3. Donc, tantôt, j'ai présenté le graphique. Donc ici, donc la première phrase, bon, décrit l'allure. Donc, un graphique, donc, il y a une allure. Puis si c'est une droite, il y a une pente, une ordonnée. Donc, une phrase pour chacun des éléments. Donc ici, la première phrase du texte, donc, décrit, bon, est-ce que les points correspondent à l'allure prédite par la théorie? Oui, donc, les points confirment la théorie ici. Deuxième phrase, je parle de la pente, donc ici on s'attendait à une pente. Ici je ne veux pas avoir de valeur nécessairement, je veux juste avoir l'allure. Est-ce que la pente était négative ou positive? Donc on a une pente négative, la théorie prévoyait négative ici. Et pour le troisième, aussi, donc là on parle de l'ordonnée à l'origine. Donc est-ce que l'ordonnée à l'origine est celle prévue? Donc ici on lançait vers le haut, on entendait quelque chose de positif. On a eu quelque chose de positif ici. Et j'ai juste ouvrir une petite parenthèse, je ne sais pas si ça va apparaître correctement. Donc, des fois, vous avez une ordonnée à l'origine qui est nulle. Ah, je vais l'effacer puis je vais revenir. Une ordonnée à l'origine qui est nulle. Faire attention. Ah, merde, mon graphique n'a pas passé par 0, 0. Mais il faut toujours tenir compte de l'incertitude. Donc, supposons que votre ordonnée, c'était 2 plus ou moins 3. Donc, comme l'incertitude est plus grande que la valeur, c'est que le 0 est inclus. Donc, comme le 0 est inclus, même si sur votre graphique, vous avez une ordonnée qui est non nulle, en tenant compte de l'incertitude, en tenant compte de la barre d'incertitude, le 0 fait partie des valeurs probables ici. Donc, ici, ça c'est parfait. Donc, je vais faire ça. Et je reviens au texte. Donc, l'allure, la pente, l'ordonnée.
Et après ça, on regarde est-ce qu'il y a eu des points aberrants dans notre système. Donc ici, j'ai eu un point aberrant. Donc ici, c'est une question de jugement pour les points aberrants. Donc là, après ça, donc là, je sors une petite phrase pour terminer une conclusion là-dessus. Donc, est-ce que le graphique est fiable, oui ou non? Donc, si l'allure est bonne, la pente est bonne, et qu'il n'y a pas beaucoup de points aberrants. Donc, là, c'est toujours une question de jugement. Donc, un point ici sur 10 valeurs, c'est pas grand-chose, mais si c'est des 3 ou 4 points sur 10, là, il ne reste pas beaucoup de points pour faire l'analyse. Donc, là, on peut avoir peut-être un doute sur le résultat final ici. Donc, on a discuté de l'allure du graphique. Donc, vous voyez que ça a pris 4 ou 5 lignes ici. Après ça, bon, on met notre diagramme de comparaison, donc qui apparaît ici. Et après ça, donc, on discute de ce diagramme-là. Donc, 3 choses à discuter. Donc, est-ce que ça concorde ou ça ne concorde pas ici? Donc, ici, ça concorde. On écrit une phrase pour dire qu'il y a une zone commune, que les résultats concordent. Donc, pas besoin d'aller dans... Ah! Parce que là, éviter les répétitions. Ah, ça concorde parce qu'il y a une zone commune. Donc, c'est comme dire monter en haut. Donc, soyez bref, soyez précis, sans être répétitif. Donc, ça, je vais peut-être enlever des points si, dans une phrase, dans des phrases, vous répétez 2 fois, 3 fois la même idée. Donc, ici, donc j'essaie de ne pas répéter. Donc, vous voyez, c'est très vrai. Donc, je dis juste que c'est compatible. Point. Donc, pour dire qu'il y a une zone commune, que l'écart est non significatif. Donc, il y a plusieurs synonymes qu'on peut utiliser ici. Deuxièmement, quand ça concorde, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut parler de la précision des résultats. Est-ce que nos résultats sont précis ou plus ou moins précis? Donc, on va calculer l'incertitude de chacun des deux résultats. Donc, ici, je donne l'incertitude relative de la valeur expérimentale qui est 8,6 et celle théorique, tantôt j'avais dit 3,5, donc ici, c'est 3,1%. Et on arrête là pour l'incertitude relative. C'est dans la conclusion qu'on va se dire, est-ce que cette incertitude-là est une incertitude qui est bien pour vérifier notre but, ou elle est trop grande et ça laisse un doute sur la conclusion finale. Donc, on ne porte pas de jugement dans la discussion sur le pourcentage obtenu. Et après ça, comme on est dans un cas qui concorde, il faut identifier la principale source d'incertitude. Source d'incertitude. Qu'est-ce qui fait que les barres sont si grandes que ça? Donc, ici, la barre qui est la plus grande, c'est la barre expérimentale. On regarde parmi les mesures qu'on a faites, qu'est-ce qui a contribué le plus? Qu'est-ce qui fait que la barre est devenue si grande? Et tantôt, on a dit que c'était la mesure de la distance ici. Donc, ici, j'ai marqué une petite phrase pour demander que c'est la distance qui fait qu'il y a la plus grande valeur ici. Et dans la conclusion, on peut peut-être amener une suggestion pour améliorer l'expérience. Donc là, il faudrait regarder comment on pourrait mesurer plus précisément cette distance-là ou faire une expérience autrement pour éviter de mesurer la distance. Donc ça, c'est pour les cas où ça concorde. Voici maintenant un cas où ça ne concorde pas. Donc ici, le premier paragraphe reste le même parce que le graphique, il n'y a rien qui a changé. On présente notre diagramme. Donc ici, il n'y a pas de zone de concordance, donc on vous dit qu'il y a un écart significatif, qu'il n'y a pas de zone commune. Donc, il y a plein de choses à dire. Donc, la première phrase, donc vous dites, bon, est-ce que ça concorde ou ça ne concorde pas? Donc, première phrase, elle est là. Deuxième phrase, on parle de l'écart relatif. Est-ce que l'écart entre les deux valeurs est grand ou petit? Donc, ici, je calcule l'écart. Donc, on trouve un écart de 9,4% pour cette expérience ici. Et après ça, il faut donner une source d'incertitude. Donc, faites attention, une source. Qu'est-ce qui a pu causer, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être autre chose, cet écart-là. Et c'est pas évident, comme je vous dis. Donc ici, qu'est-ce que j'ai marqué ici dans pour ce cas-là? Donc on peut retrouver d'autres choses. Ah, parce que là, on faisait 2000 pièces, donc dans un 10, puis on essaie de tomber le 10 à la verticale. Entre les deux, peut-être la feuille a bougé, puis en bougeant, ça fait que le système d'as qu'on a tracé n'était pas le bon. Donc c'est vraiment une erreur qui s'est produite. Mais pour avoir d'autres choses ici, de probable. Ici dans ce cas-là, l'erreur que j'ai écrite, ça pourrait aller dans un sens, dans l'autre, en fait, que la barre pourrait aller vers la droite ou vers la gauche. Donc là, il n'y a pas vraiment de sens que j'ai besoin de respecter ici dans ce cas-là. Donc avec ça, ça donne un aperçu de qu'est-ce qu'on appelle comme discussion. Donc vous avez un bel exemple à partir d'un laboratoire que vous avez déjà fait. Vous voyez à quoi ça ressemble une discussion. Et là, je regarde sur mes feuilles. J'avais noté quelque chose ici. Donc, si vous voulez avoir plus de renseignements, vous pouvez aussi regarder dans votre guide de l'étudiant, aux pages 37 à 39. Il y a un texte qui décrit qu'est-ce que la discussion ici. Donc, avec ça, ça termine la petite lecture sur la discussion. Donc,
Vous allez faire une belle discussion par la suite. Donc, vous voyez que c'est pas compliqué. Vous voyez, en fait, c'est 2 paragraphes de 4 à 5 lignes à peu près. Et on évite les répétitions aussi parce que je vais pénaliser là-dessus. Donc, si on répète 2 fois la même idée, moins 1. Donc, yo tout le monde, et à la prochaine capsule sur possiblement méthodologie et théorie.